La NASA prétend que, durant l'administration Nixon, entre les années 1968 et 1972, 12 astronautes ont marché sur la surface de la Lune et sont retournés sains et saufs sur la Terre. Cet événement fut même commémoré par deux pièces américaines, le dollar B. Anthony qui fut fondu de 1979 à 1981 et de nouveau en 1999, et le dollar Eisenhower, qui fut fondu de 1971 à 1978. Le revers de ces deux pièces affiche l'insigne d'Apollo 11 qui montre l'aigle se posant sur la Lune, avec la Terre dans le fond. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. La croyance que l'homme a vraiment marché sur la Lune est partagée par la vaste majorité de la population mondiale. Il n'y a pas de savants, astronautes ou officiels de haut rang qui n'expriment le moindre doute au sujet de cet accomplissement légendaire. La seule exception à ceci est l'ancien président des États-Unis, William Jefferson Clinton. Dans son autobiographie, publiée en 2004, il affirme sur la page 156, juste un mois auparavant, les astronautes d'Apollo 11, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, avaient quitté leur collègue Michael Collins à bord du vaisseau spatial Columbia et marché sur la Lune, datant de 5 mois le but du président Kennedy de poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le vieux charpentier me demanda si je croyais réellement que cela était arrivé. Je dis, bien sûr, je l'ai vu à la télévision. Il désapprouva. Il dit qu'il ne le croyait pas une minute, que ces tordus de la télévision étaient capables de faire passer pour réelles des choses qui ne l'étaient pas. À ce moment-là, je pensais qu'il était fêlé. Durant mes 8 années à Washington, j'ai vu des choses à la télé qui m'ont fait me demander s'il n'était pas en avance sur son temps. Pour simplifier, ce que Bill Clinton dit est que cet homme exprime des doutes sur les prétentions d'Apollo, et il se demande si cet homme n'aurait pas raison. Maintenant, qu'est-ce qu'essaie de faire ce président? Il essaie de douter de l'authenticité du plus grand exploit technologique dans l'histoire de l'humanité, un événement de l'héritage de son héros de son enfance, Kennedy. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie, et de faire d'autres choses, pas parce qu'elles sont aisées, mais parce qu'elles sont dures. Manifestement, il a des raisons de croire que l'alunissage ne serait pas authentique. Et, si un aussi président américain se pose des questions sur Apollo, n'est-il pas raisonnable que vous devriez aussi vous en poser? On peut s'imaginer pourquoi un ancien président ne se mettrait pas directement en avant et ne montrerait pas sans équivoque ses véritables sentiments. Mais il l'a probablement fait pour garantir sa future image et a donné un indice pour ceux qui se donneraient la peine de le remarquer en utilisant l'argument du vieux charpentier pour faire passer son message. Pour avoir une idée depuis combien de temps Clinton a commencé à avoir des doutes, un examen plus poussé de l'exploit révèle que la vue de la Terre en 1969 le contredit et offense le sens commun. Proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Checks are good. Ag start. The last alleged mission to the moon was Apollo 17, which NASA says took place in December of 1972. La dernière mission lunaire supposée fut Apollo 17, qui eut lieu en 1972. Depuis, absolument aucun pays ne prétend avoir envoyé des astronautes, ni même des animaux, à plus de 400 000 au-dessus de la surface de la Terre. Dans les dernières années, des astronautes spatiaux ont fait des voyages dans lesquels ils ont atteint l'altitude maximale de 365 000. Normalement, les orbites spatiaux sont à une altitude d'approximativement 200 000, la même orbite que celle de la Station spatiale internationale. Maintenant, vous pourriez vous demander, quel rapport a cette distance maximale depuis la surface terrestre avec notre discussion?
Eh bien, présentons-le de cette manière. La Lune est à 245 milliers de milles de la Terre, mais le diamètre de la Terre n'est que de 8000 milles. Cela place la Lune à 30 diamètres terrestres de la This Terre. puts the moon at about 30 Earth diameters away. En relation avec l'échelle de cette représentation spatiale, on n'est jamais allé plus loin qu'un pouce de la surface terrestre. Rien que de se mettre en orbite n'est déjà pas chose aisée, et est illustré par le fait que, dans toute l'histoire connue, seuls 3 pays, les États-Unis, la Chine et la Russie, ont réussi simplement à mettre un homme en orbite autour de la Terre, et n'ont jamais été à plus de 400 milles de la surface de la Terre. Just getting into orbit is no small feat, as is illustrated by the fact that in all of recorded history, only 3 countries, the United States, China, and Russia, have been able to put a human just into orbit and never being more than 400 miles from Earth. L'explication à ceci a toujours été que, à part pour ces 3 pays, tous les autres pays du monde ont été trop radins et paresseux pour s'aventurer dans l'orbite terrestre. En réalité, la raison a à voir avec la difficulté d'accomplir cela. Ceci vient du fait que la prétention de la NASA d'avoir envoyé des hommes sur la Lune, à 245 000 milles de la Terre en 1969, c'est-à-dire 600 fois plus loin qu'ils ne peuvent envoyer des hommes aujourd'hui, est tout simplement non plausible. Une des raisons pour laquelle les vaisseaux spatiaux ne se sont pas éloignés de plus de 400 milles de la surface terrestre a à voir avec le champ magnétique terrestre. Le noyau de la Terre est constitué de fer en fusion, et alors que la Terre tourne, il génère un champ magnétique autour de la Terre. Ce champ cause la formation de 2 ceintures de radiation autour de la Terre, appelées ceintures de Van Allen. Elles sont faites de particules chargées et portent le nom de James Van Allen, qui découvrit leur existence en 1958. Ces ceintures sont formées par des particules chargées retenues prisonnières. Le champ magnétique retient ces particules qui viennent du Soleil. Elles se déplacent autour du champ magnétique de la Terre, entre ces 2 pôles magnétiques. Comme Ralph Renné, l'auteur du fameux NASA Mooned America, l'a fait remarquer, le Dr James Allen a publié un article dans la revue scientifique américaine, lequel décrit le danger de traverser ces ceintures. Dans son article, intitulé « Des ceintures de radiation autour de la Terre », sur la page 47 de ce numéro, Van Allen déclare « Nos mesures montrent que le niveau de radiation maximale en 1958 est équivalent à une radiation comprise entre 10 et 100 röntgen par heure, en fonction de la proportion non encore déterminée de protons relativement aux électrons. Puisqu'un humain exposé pendant 2 jours simplement à 10 röntgen n'aurait qu'une faible chance de survie, les ceintures de radiation présentent manifestement un obstacle au vol spatial. Quiconque essaierait de traverser ces ceintures recerait une dose mortelle de radiation. À part les prétendues missions Apollo, tous les autres vaisseaux spatiaux sont restés en dessous de ces ceintures de radiation. Ces ceintures ne commencent pas officiellement avant une altitude de 1000 milles depuis la surface terrestre. Mais, lorsqu'un vaisseau spatial s'est aventuré au-dessus des 400 milles depuis la surface terrestre, les astronautes ont commencé de ressentir des effets inhabituels. Ils se sont plaints de voir des « étoiles filantes », qui étaient le résultat de radiations affectant leurs yeux. Lors d'une interview, Alan Bean, de la mission Apollo 12, a affirmé qu'il n'avait pas traversé ces ceintures, et qu'il n'avait pas observé d'effets liés aux radiations. Quand on lui fait remarquer que le plan de vol lui a nécessairement fait traverser ces ceintures, il a modifié son histoire.
Alan Bean donne des explications embarrassées, confuses et absolument pas convaincantes. Certains savants argumentent que le voyage à travers les ceintures fut si bref, quelques heures à peine, que les radiations n'eurent pas d'effet négatif sur les astronautes. Mais la question demeure, si ces ceintures ne sont pas dangereuses, pourquoi est-ce que, dans les 30 dernières années, absolument aucun pays n'a même essayé de faire traverser un singe à travers ces ceintures? L'excuse standard est que personne n'a voulu consacrer l'argent pour le faire. Mais le fait qu'aucun pays dans ces 30 dernières années n'a essayé de s'éloigner de plus de 400 000 de la surface terrestre est dur à avaler. Il est plus vraisemblable que nous n'avons simplement pas la technologie pour aller plus loin à l'heure actuelle. Essayant d'imaginer quel devrait être le plan de vol pour les missions lunaires, la NASA prétend que les 3 astronautes décollèrent dans une fusée à plusieurs étages, et que, 3 jours plus tard, ils étaient en orbite lunaire, à 60 000 de la surface lunaire, à la vitesse de 4 000 milles par heure, environ 6 000 km par heure, puis ce vaisseau spatial se serait séparé en 2 modules. Un astronaute restait en orbite lunaire, pendant que les 2 autres descendirent vers la surface lunaire dans le module lunaire. La première question qui vient immédiatement à l'esprit est comment ils ont été capables de concevoir un vaisseau spatial sur Terre qui se comporterait si bien dans des conditions complètement différentes, c'est-à-dire le vide et 1/6 de gravité de la Terre, sans tuer personne. Le véhicule de recherche lunaire utilisé pour entraîner les astronautes était un engin à réacteur classique, qui bien sûr n'aurait pu fonctionner dans le vide de l'espace. La NASA répond à ceci que le simulateur fournissait 5/6, ou 83% de la poussée pour simuler la quantité de poussée dont le réacteur aurait besoin pour soulever le vaisseau, ou le poser sur la surface lunaire. Cela correspondrait à utiliser 83% de l'environnement terrestre, juste pour s'adapter à un environnement avec seulement 17% de la gravité terrestre. Une explication telle que celle-ci dérive certainement du fait que, quelle que soit l'absurdité d'un fait, ils avaient toujours une manière de la rationaliser. Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. Après le supposé alunissage durant Apollo 17, 2 astronautes sont supposés avoir passé 3 jours sur place. Durant ces séjours, ils furent soit dans leur petite capsule, soit marchèrent sur la surface de la Lune dans leur habit spatio conditionné, ou bien encore roulèrent dans leur buggy à 60 millions de dollars. Après le supposé alunissage durant Apollo 17, 2 astronautes sont supposés avoir passé 3 jours sur place. Durant ces séjours, ils furent soit dans leur petite capsule, soit marchèrent sur la surface de la Lune dans leur habit spatio conditionné, ou bien encore roulèrent dans leur buggy à 60 millions de dollars.
Maintenant, examinons quelques problèmes concernant le séjour des astronautes sur la surface lunaire. Dans la partie mi-éclairée de la Lune, la température de la surface lunaire est de 250 degrés Fahrenheit, 120 degrés Celsius. Alors que le Soleil frappait les habits spatiaux, ceux-ci s'échaufferaient très rapidement, considérant qu'ils ont toujours ralenti sur la surface éclairée de la Lune, l'énergie du Soleil rayonnait directement sur eux, et, de plus, la chaleur était emmagasinée et réfléchie, depuis la Lune elle-même. Pour dire les choses simplement, les astronautes ne disposaient pas de source d'énergie suffisante, permettant de rejeter l'intense chaleur du Soleil. La Lune n'a pas d'atmosphère, elle a un vide, et la conduction et la convection ne peuvent être utilisées de manière pratique pour le refroidissement. La chaleur devrait être rayonnée vers l'extérieur. Les astronautes ne portaient pas de source d'énergie suffisante, permettant de rayonner cette forte chaleur. L'explication d'Alan Bean d'utiliser des batteries n'est pas convaincante. Les experts tentant de justifier leur bon fonctionnement utilisent un double langage élaboré. Après avoir prétendument passé 3 jours sur la surface lunaire, les deux astronautes se propulsèrent de 60 000 vers le haut, pour rencontrer le module lunaire orbitant à 4 000 milles par heure, et firent un voyage de retour de 240 000 milles vers la Terre. Ne cela semble-t-il pas exagéré pour la technologie de 1969? Ne cela semble-t-il pas exagéré pour la technologie de 1969? Comment ceci peut-il être expliqué autrement qu'un exploit dépassant l'entendement? Donc, quel but aurait pu avoir un canular si élaboré? Examinons brièvement l'avance technologique des États-Unis. Après que les Russes aient littéralement mis les boules aux Américains en 1957 avec le lancement de Spoutnik, les citoyens américains craignaient que les Russes ne soient capables de lancer une bombe atomique sur l'Amérique depuis l'espace. Que pouvait-on faire contre une telle menace? Et ceci conduit au but du gouvernement américain de garantir la sécurité nationale. Alors que la tension montait sensiblement entre les superpuissances d'après-guerre, la course spatiale monta au degré supérieur, lorsque Kennedy promit en 1961 de poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie, et de faire d'autres choses, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont dures. Bien sûr, les États-Unis n'épargneraient aucun effort pour éviter une attaque des Russes depuis l'espace. Ne pourrait-ce être en simulant simplement un alunissage comme une forme élaborée de propagande contre la Russie, pour redonner le moral aux Américains? Dans le désert de l'Arizona, un petit bout de la Lune a été recréé. Ce champ de cratère vu du ciel est la copie conforme de la mer de la Tranquillité sur la Lune. C'est une pratique commune dans l'histoire de la guerre d'intimider votre ennemi en le trompant. Par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés utiliseront des tanks gonflables pour que l'ennemi pense qu'il avait affaire à un ennemi redoutable. On pourrait rétorquer que le but d'Apollo n'a jamais été une guerre nucléaire. Jusqu'à présent, personne ne s'est enhardi à admettre cette tromperie bien après que la guerre froide a cessé d'exister. Alan Bean, Apollo 12, je me fiche de ce que vous dites. Je suis allé sur la Lune, et en suis revenu, et tout le monde dans le monde scientifique le sait. Et si vous refusez de le croire, c'est ok, vous savez, c'est ok, cela fait une meilleure histoire, mais c'est un mensonge, et c'est tout. Jen Cernan, Apollo 17, je n'ai pas besoin de prouver que je suis allé sur la Lune, je sais que j'y suis allé,
Mais les astronautes refusent cependant de jurer sur la Bible qu'ils sont allés sur la Lune, alors qu'il serait si simple de la faire s'ils y sont vraiment allés. La question qui revient le plus souvent est, comment est-il possible d'avoir tenu au silence de si nombreuses personnes? On pourrait s'étonner que les astronautes mentent sur un mensonge si élaboré. Pour répondre à cette question, nous devons retourner, en arrière sur l'histoire allemande. Sous le régime nazi d'Adolf Hitler, un ingénieur nazi, du nom de Werner von Braun, a construit des milliers de fusées V2, utilisant des esclaves. Ces fusées furent lancées sur Londres. Après la guerre, les Russes et les Américains se sont partagés la technologie des fusées. Les Américains ont ramené une centaine de spécialistes des fusées de haute volée, y compris leur leader, von Braun. Puisque beaucoup d'entre eux voulaient vivre en Amérique, on accorda aux Russes la plus grande partie du matériel, qui, à un large degré, a contribué à leur victoire, avec Sputnik. En 1961, des spécialistes nazis de fusées, tels que von Braun, maintinrent une relation proche avec le président Kennedy, alors qu'il manœuvrait pour remplir sa promesse de poser un Américain sur la Lune avant la fin de 1969. Pourtant, aujourd'hui, la NASA dit qu'elle ne retournera pas sur la Lune avant 2020, à supposer qu'elle y soit vraiment allée voici 45 ans. Il est temps pour l'Amérique de passer aux étapes suivantes, bla, bla, bla. Aurait-on pu considérer raisonnable qu'il y ait un écart de 40 ans entre deux traversées successives de l'océan Atlantique? Pourquoi une date si tardive? En 1953, von Braun a écrit un livre sur la manière d'aller sur la Lune, appelé « La conquête de la Lune ». Sur la page 14 de son livre, il affirme « Il est communément admis que l'homme volera directement de la Terre à la Lune, mais, pour ce faire, il nous faudrait un véhicule de proportions si gigantesques que cela se révélerait une impossibilité économique. Il devrait développer une vitesse suffisante pour pénétrer l'atmosphère et surmonter la gravité terrestre, et, après avoir voyagé tout du long vers la Lune, il devrait avoir encore assez de carburant pour allunir de manière sûre et faire le voyage de retour vers la Terre. De plus, pour donner à l'expédition une marge de sûreté, nous n'utiliserions pas qu'un seul vaisseau, mais un minimum de 3. Des calculs ont été faits avec soin sur le type de véhicule dont nous aurions besoin pour le vol non-stop depuis la Terre vers la Lune, et le retour. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque vaisseau spatial serait plus grand que l'Empire State Building, 1250 pieds, et pèserait environ 10 fois le tonnage du Queen Mary, soit quelques 800 000 tonnes. La fusée à 3 étages du programme Apollo ne pesait que 3000 tonnes. La fusée Saturne V était 265 fois plus petite qu'elle n'aurait dû l'être.
Von Braun était certain que la manière d'aller sur la Lune passerait d'abord par la construction d'une station spatiale, avec une partie dédiée à la construction de fusées. La fusée construite serait ensuite lancée depuis l'orbite terrestre, et non sa surface. La fusée Saturne V utilisait seulement 3 carburants, l'oxygène liquide et le kérosène pour l'étage inférieur, et l'oxygène liquide et l'hydrogène pour les étages supérieurs. De nouveaux carburants n'ont pas été inventés pour diminuer la consommation de carburant, et aussi la navette spatiale avait 50% de masse de moins au décollage que la fusée Saturne V. Pourtant, elle n'a jamais dû voyager au-delà de l'altitude de 400 000. Avec la promesse de Kennedy, la course spatiale avait pris un faux rythme. Pourtant, il devint apparent au milieu des années 60 qu'il n'y avait absolument pas moyen que quelque chose de la sorte se produise. L'astronaute dominant du jour, Gus Grissom, était prévu d'être le premier homme à marcher sur la Lune. Il était un homme remarquable de la plus haute intégrité. Il n'y avait absolument pas moyen qu'il mente pour quiconque. Il était aussi un critique éminent de l'état élaboré du programme spatial. Juste avant qu'il ne meure, il manipula un levier sur la capsule, et tint une conférence de presse dans laquelle il fit part du triste état du projet. Le matin de sa mort, ayant de la difficulté à communiquer depuis la capsule, il demanda sur un ton irrité, « Comment allons-nous faire pour aller sur la Lune si nous ne pouvons même pas nous parler entre 3 bâtiments ?» En 1967, durant les tests de vol, les astronautes étaient dans une cabine hautement pressurisée, avec de l'oxygène pur à l'intérieur. Un feu se produisit, et les 3 astronautes périrent. Après ce triste accident, aucun astronaute n'osa critiquer le programme, et, après toutes ces années de mensonges et fausses renommées, aucun n'a choisi de contester le succès d'Apollo en écrivant la vérité sur ce qui s'est passé. Il y a de fortes raisons de douter que ce feu soit accidentel. À la page 81 de l'investigation sur l'accident d'Apollo 1, faite par le Congrès américain, il est dit que, avant le feu, la NASA, de par sa propre admission, était tout à fait consciente des feux qui se produisirent à Jonesville Naval Station, et aussi à Brooke Air Force Base. Les feux en question étaient, comme l'a fait remarquer Ralph René, le résultat d'étincelles d'électricité statique, enflammant l'environnement d'oxygène pur. En dépit de ces incidents passés, la NASA a décidé d'utiliser un environnement d'oxygène pur à 100% dans le vaisseau d'Apollo 1, argumentant qu'il l'avait fait précédemment dans le programme Gemini. Bien sûr qu'il l'avait fait. Toutefois, Gemini avait une cabine pressurisée à seulement 3 PSI, ce qui était équivalent au niveau de la mer. Tous les feux de cabine précédents s'étaient produits à la pression de Gemini. La cabine d'Apollo 1 était pressurisée à plus de 4 fois plus. La NASA était consciente du danger, mais elle scella, néanmoins les 3 astronautes dans une cabine hautement volatile avec du matériel combustible qui n'avait même pas été certifié avant l'installation. Les techniciens d'Apollo 1 eurent besoin de plus de 5 minutes pour ouvrir la porte de la capsule de commande. Les astronautes n'avaient que 15 secondes avant que le feu ne consume leur cabine. Additionnellement, en 1989, lorsque le fils de Grissom, Scott,
reçut l'autorisation d'accéder au vaisseau de son père, il découvrit l'évidence qu'une plaque fondue avait été intentionnellement insérée sous le tableau de bord pour déclencher délibérément une étincelle. Gardez dans l'esprit que ces savants étaient des criminels de guerre importés de l'Allemagne nazie d'Hitler. On ne peut s'étonner que de telles horreurs puissent se produire si vous considérez que ces nazis ont perpétré les atrocités brutales les plus cruelles qui ont jamais pris place dans l'histoire de l'humanité. Aussi, le comportement des astronautes lors du retour sur Terre est hautement suspect. Armstrong, Collins et Aldrin ont parlé à la presse pendant presque 1h30. À certains moments, les trois hommes ont exhibé une sorte de désintérêt et manque d'émotion, pour ne pas mentionner leurs mensonges effrontés. L'erreur la plus manifeste fut dans la réponse donnée par Collins. On demandait aux astronautes s'ils pouvaient voir des étoiles depuis la surface de la Lune. Armstrong, je ne me le rappelle pas. Puis Collins, dans une tentative de récupérer l'erreur d'Armstrong, et se remémorant leur vie commune dans le module de commande, je ne me rappelle pas d'en avoir vu non plus. Des transcripts publiés plus tard attribueront sa remarque à Buzz Aldrin, qui lui est censé avoir été sur la surface lunaire. Ceci fut fait, sans aucun doute, pour tromper la plupart des gens, qui n'avaient qu'une copie écrite de la conférence de presse, mais pas une copie du film de cette conférence. Des savants de plusieurs pays désirent examiner les échantillons lunaires, et nous pensons que vous pourriez être intéressé de savoir qu'ils sont vraiment là. Ce qui concerne les roches lunaires, les réflecteurs laser, et les photographies des astronautes sur la Lune, les échantillons de roches d'Apollo ne sont pas des roches lunaires ramassées durant les expéditions lunaires. Elles sont en fait des roches qui ont été ramassées sur Terre par Von Braun lui-même, avant même que les alunissages aient eu lieu. Après que Kennedy ait déclaré que nous alignerions sur la Lune avant la fin de la décennie, la course vers la Lune était en pleine activité. Alors, pourquoi Von Braun, qui travaillait fiévreusement sur la fusée Saturne, aurait-il eu besoin d'aller en Antarctique? Dans l'article de mai 1965 de Popular Science, intitulé « Le regard d'un homme spatial sur l'Antarctique », de la page 114 à 116, Von Braun déclare « Il peut être adéquat de tester les véhicules lunaires, ou des foreuses de surface en Antarctique avant de les emporter vers la Lune. Cela n'a jamais été fait. Mais il a quand même fait connaissance avec les pingouins. » En réalité, la véritable raison de l'expédition était de ramasser des échantillons lunaires que l'on pourrait faire passer pour des roches lunaires ramassées sur la Lune. Certaines roches en provenance de la Lune peuvent être trouvées sur Terre, alors qu'elles sont éjectées de la Lune par suite de collisions. Après que Von Braun les ait trouvées, elles ont probablement été éclatées pour cacher le fait qu'elles étaient tombées depuis l'atmosphère terrestre. Après la conclusion des missions Apollo, quelques astronautes d'Apollo ont fait de l'argent en faisant des expéditions touristiques en Antarctique pour collecter des droits. À cause du contraste du paysage, les panneaux publicitaires sont spécialement visibles là-bas. Mais l'évidence que les astronautes ont laissée derrière eux n'est pas ce qu'ils ont ramené, et cela peut être la preuve décisive. Chaque mission lunaire réussit à réaliser un ensemble d'expérimentations lunaires. Plus de 30 ans après Apollo 11, l'une d'elles continue encore de fonctionner, le réflecteur lunaire. Il y avait deux expérimentations lunaires majeures. L'une consistait en une série de réflecteurs prismatiques pour réfléchir un rayon laser envoyé depuis la Terre,
et à cause de la géométrie de ce réflecteur, ceci renvoie le rayon exactement dans la direction dont il est venu. Description d'un observatoire envoyant un rayon laser sur la Lune, sur les sites d'Apollo, et recevant son écho supposément renvoyé par le réflecteur laser laissé par les astronautes. La conclusion du narrateur, c'est pourquoi les théoriciens de la conspiration ont si peu de choses à dire sur le sujet. En décembre 1966, une revue du magazine National Geographic explique pourquoi il n'y a pas besoin de rétroréflecteur pour réfléchir un signal sur la Lune. Ceci est détaillé dans l'article « La ZS Bright Magic » de Thomas Mulloy. À la page 876, il déclare « Il y a 4 ans, un laser rubis, considérablement plus petit que ceux actuellement existants, a tiré une série de pulses sur la Lune, à 240 000 milles. Le rayon a illuminé un point de moins de 2000 de diamètre, et a été réfléchi vers la Terre avec suffisamment de force pour être mesuré par un équipement électronique ultrasensible. Il doit aussi être noté que de nombreux types de signaux sont revenus de la Lune, en l'absence de tels réflecteurs. Dans les années 50, la Lune était utilisée pour communiquer autour de la courbure de la Terre. C'est-à-dire, si vous étiez dans l'armée quelque part près d'Hawaï, et vouliez communiquer avec la Californie, vous faisiez réfléchir la communication sur la Lune. Les photographies aussi ne résistent pas à une analyse critique. Il y a des drapeaux qui flottent dans le vent, alors qu'il y a du vide sur la Lune. Et les astronautes ne peuvent sauter plus haut que 6 pouces, alors que la gravité n'est qu'un sixième de celle de la Terre. Et la perfection étonnante des scènes apparaissant dans les photographies vous font vous demander si elles n'ont pas été faites en studio. Il n'y a pas de dégradation due à des variations de température, pas de décoloration due à la radiation, pas de zébrage observé dû aux micrométéorites. D'autres analyses montrent l'usage de lumière artificielle. Le chercheur David Percy, qui a étudié Apollo, est allé en Suède parler à Jan Lindberg, l'homme qui a dirigé le groupe chargé de fournir à la NASA les caméras perfectionnées utilisées pour prendre les photos sur la Lune. Originellement, la NASA a fait toutes les modifications elle-même. Puis, ils nous ont présenté ce qu'ils avaient fait, et nous ont demandé « Pouvez-vous faire cela ?» Et nous avons dit « Oui, nous pouvons le faire, et nous pouvons le faire mieux. » Oui, il semble se tenir devant un projecteur, et je ne peux pas l'expliquer. Cela m'échappe. Alors, vous devriez aller voir Brian Welch, et lui poser la question. Et comment exactement est-ce que la caméra a pu filmer le décollage du module lunaire sur Apollo 17 ? Jensen explique que, sur Apollo 16, à cause du délai de transmission, la caméra n'a pu cadrer le module lunaire, alors que, dans Apollo 17, le signal a été envoyé en avance,
de manière à compenser le délai. Rappelez-vous que 2000 employés de la NASA ont aidé à la mise en orbite. Pour la suite de la mission, la seule information donnée au public venait du gouvernement, et il n'y avait pas de reportage indépendant. Mais n'y a-t-il pas anguille sous roche? Oui, il y en a une. Cela a à voir avec la vue de la Terre par la caméra. Capcom, allô, Apollo 11, Goldstone dit que la télévision a une image magnifique. À vous? Armstrong. Roger, nous zoomons sur la Terre à présent. Quoiqu'il soit vraisemblable que les astronautes étaient dans le satellite lancé, il semble qu'ils sont restés en orbite autour de la Terre pour la durée des missions. Ceci leur a fourni un environnement avec gravité zéro. Ils peuvent aussi avoir fait leur démonstration de gravité zéro en utilisant un avion qui peut brièvement, avec une manœuvre spéciale, simuler un environnement de gravité nulle. Il y a pourtant un signal qui montre clairement que, derrière la scène qui se déroule, à un point donné, l'équipage a dit qu'ils étaient à 130 000 milles de la Terre, c'est-à-dire à mi-chemin vers la Lune. Armstrong, Roger, Houston, Apollo 11 appelle depuis une distance d'environ 130 000 milles. Ils disent qu'ils ont leur caméra pointée sur la seule fenêtre qui fait face à la Terre. Armstrong. Malheureusement, nous n'avons qu'une seule fenêtre qui a une vue sur la Terre, et elle est prise par la caméra télévision, alors vous avez probablement une meilleure vue que la nôtre. Vous voyez pourtant quelque chose venir entre la caméra et la Terre. Nous ne devrions pas voir des lumières dans le coin à gauche de l'écran non plus. Bien sûr, lorsque la Terre était clairement vue disparaissant par la fenêtre, la vue de la Terre provenait toujours d'un changement de plan dans lequel il n'y avait pas d'astronaute présent. Dans cette circonstance, il s'agit probablement d'une lueur en dehors de la maquette du module de commande dans un environnement de studio. Mais, dans cette autre vidéo, il est facile de voir comment différentes méthodes de trucage photographique ont été employées. Ils ont placé le transparent sur la fenêtre, pour que la fenêtre semble voir la Terre. Vous pouvez en fait voir un coin de ce transparent qui s'est décroché de la fenêtre lorsque la lumière est revenue.
À un moment, Edgar Mitchell dit « Je soupçonne que c'est le bord de la fenêtre. Mais c'est absolument impossible, en effet, de manière à voir la Terre de cette taille, la caméra doit zoomer fortement, et cela réduit considérablement son angle de vue. Si la caméra était déviée de manière à voir le bord de la fenêtre, avec ce très petit angle de vue, elle perdrait automatiquement de vue la Terre. » Mais, ceci, avec son esprit étroit, Edgar Mitchell ne peut le comprendre. Soudainement, Edgar Mitchell, qui ne peut supporter d'être mis en doute, prend la mouche, et chasse brutalement Sibrel de sa maison, menaçant même de le traîner devant une cour de justice. Son fils propose, même d'appeler la CIA pour qu'ils arrêtent Sibrel. La scène dans laquelle Buzz Aldrin décoche un coup de poing à Bar Sibrel, très apprécié des fonds d'Apollo. La violente réaction de Buzz Aldrin n'est pas étonnante, considérant les centaines de milliers de dollars qu'il s'est fait en bernant des gens, en leur vendant des effets personnels. Selon le numéro d'hiver 2008 du magazine Héritage, en septembre 2007, Aldrin a vendu les articles suivants, qu'il prétend avoir emportés sur la Lune. Un médaillon pour 15 636 $. $1 en argent pour 31 070 $. Une carte pour 71 700 $. Et une note manuscrite pour 179 250 $. Tous les astronautes d'Apollo ont profité de leur renommée, mais Aldrin est le pire. Sibrel essaie en vain de faire jurer Armstrong qu'il a marché sur la Lune, contre une somme d'argent dont il dit qu'Armstrong pourra la donner à une œuvre de charité, mais Armstrong dit qu'il décline l'offre,
soupçonnant même qu'il s'agisse d'une fausse Bible, ce qui n'est pas vrai, c'est une vraie. Mais, même si c'était une fausse Bible, pourquoi ne le ferait-il pas? La difficulté de poser un homme sur la Lune, et de le faire retourner sain et sauf sur la Terre est véritablement hors de proportion. La Lune a un environnement très dur, avec la température de surface variant de moins 117 degrés Fahrenheit, moins 90 degrés Celsius, à l'ombre à 245 degrés Fahrenheit, 118 degrés Celsius, au soleil. C'est également un vide. Pensez que l'homme s'est posé là-bas, il y a presque un demi-siècle et dur à avaler. Cela devrait être apparent lorsque l'on regarde les ombres de l'espace à seulement un 600e de la distance à laquelle Apollo est allé. Après que 3 hommes périrent dans une capsule pendant une simulation en 1967, c'est seulement 2 ans plus tard que des hommes ont marché sur la Lune. Cela représente moins de temps qu'il n'a fallu pour relancer la station spatiale, après qu'elle ait brûlé en 2003. Pour gagner le X-Prize, une compagnie privée a dû faire voler un vaisseau léger à une altitude de 62 000, c'est-à-dire une distance un peu plus petite que celle que le module lunaire a dû voler, pour rejoindre le module de commande depuis la surface de la Lune. Pourtant le vainqueur du X-Prize sur Terre a dû avoir son véhicule hissé par un autre véhicule, et puis mettre à feu son réacteur pour atteindre les 62 000. Cela devrait vous donner une idée de la difficulté de monter à 52 000, même avec la technologie actuelle. Puis, ajoutez ce fait à ceci. Le module lunaire avec sa très basse fraction de masse aurait dû accélérer à max 6 pour s'arrimer au module de commande. Et la nature fictive de cet événement devient alors évidente. Il est simplement non scientifique et non éthique d'accepter les alunisages, étant donné le manque total de confirmation, et l'incapacité de dupliquer quoi que ce soit qui approche même légèrement l'événement prétendu de 1969. Bien sûr, le plus grand mystère est pourquoi la communauté scientifique continue d'accepter Apollo sans le questionner. Est-ce que la science est une religion sacrée qui a ses vaches sacrées? Si vous voulez rester dans le club, devez-vous défendre la vache adorée, quelle que soit sa puanteur? Il semble que toute l'académie dépende des fonds du gouvernement. Tous savons assez braves pour dire la vérité, commettraient un suicide professionnel. Les savants en ont conscience, et ils ne se pencheront donc pas sur le sujet, pas un seul instant. Ils préfèrent tous suivre le troupeau. En tant que victimes de la dissidence communiste, de soi-disant savants réagissent en supportant les alunisages, par réflexe. Si quelqu'un examine la ligne temporelle de l'aviation et conquête spatiale, cette contradiction de logique devient apparente. Considérez qu'E.T. Havk en 1903, Lindbergh a traversé l'Atlantique en 1927. Sputnik a orbité en 1957. NASA a lancé la navette spatiale dans la dernière partie du XXe siècle à 400 000 de la Terre. Pourtant les supposés alunissages de la fin des années 60 sont prétendument emportés les astronautes à 240 000 milles de la Terre. Les missions Apollo représentent donc une anomalie statistique fantastique, et avec aucun autre événement pour confirmer ou dupliquer cet événement hypothétique. Depuis un tiers de siècle, la méthode scientifique n'est pas respectée. Nul qui croit en les alunissages ne devrait être appelé un savant. La guerre froide a fourni le parfait alibi pour cette tromperie. Sous le spectre d'une guerre nucléaire lancée par les soviétiques, et l'ombre de l'invasion de la baie des cochons, il est aisé d'imaginer que ceux impliqués ont cru que c'était leur devoir patriotique d'aider à bloquer les soviétiques, d'avoir la supériorité militaire. Cela a apparemment fonctionné. Une guerre nucléaire ne s'est jamais produite, et nous ne sommes certainement pas en position de deviner la stratégie militaire désirée par le gouvernement. Avec la course spatiale officiellement terminée par cet exploit, Nixon a été rapide à saisir l'occasion
Pour être le premier président à visiter Moscou, la coopération pour des missions spatiales communes est vite devenue un sujet de discussion entre les deux dirigeants, relâchant la tension entre les deux superpuissances. Il est aisé de voir pourquoi le gouvernement désirait perpétuer une telle fraude, même après que les objectifs militaires ont été atteints. L'accomplissement légendaire est la source de fierté nationale, et personne ne veut être celui qui supprimera cette source de fierté. Ce ne serait également pas surprenant que, au plus haut niveau de certaines agences, le canular lunaire provienne en fait de quelqu'un de l'intérieur, et que, dans cette institution, ceux qui ont atteint un certain niveau sont mis au courant de ce secret pour information. Considérant la difficulté de réaliser un tel voyage, une chose est sûre, lorsque la première personne arrivera vraiment sur la Lune un jour, elle se contentera d'un simple ticket aller, et un voyage de cette grandeur ne se prête pas si facilement à un retour garanti.